Bonsoir Bastien Millot. Bonsoir Ruth. Vous dirigez l'agence Bigma Lyon, merci d'être avec nous. Arnaud Champremier-Trigano, vous dirigez une autre agence de communication, Mediascope. Voilà. Vous étiez, et vous êtes toujours proche de Jean-François Copé, et vous étiez proche de Jean-Luc Mélenchon. Comme ça, toujours on sait où on est et on sait de quoi on parle. Alors d'abord, Manuel Valls, qui était l'invité de l'émission vedette de nos confrères de France 2 et qui a débattu avec Marine Le Pen. Peut-être qu'on va revoir un tout petit extrait et vous allez me donner votre regard de communicant. Vous voulez mettre en place et continuer à mettre en œuvre une immigration massive. Et même s'il y a la crise, même s'il y a un taux de chômage monstrueux, même si les gens n'arrivent plus à se loger, par idéologie, il faut continuer à faire entrer tant d'étrangers dans notre pays. Moi, je ne veux pas faire, contrairement à vous, de l'immigration, le sujet qui oppose les Français entre eux. Car vous cherchez à faire croire à nos compatriotes que ce sont les étrangers, que ce sont les immigrés qui sont la cause des problèmes de notre pays. Les solutions que vous proposez en matière d'immigration sont démagogiques. Alors, examen réussi, examen difficile. D'abord, la première chose à souligner, c'est que accepter de débattre avec Marine Le Pen, c'est déjà un acte de communication, puisque c'est offrir une affiche où on est face à elle et en contradicteur. Donc, de ce point de vue-là, il a relevé ce défi. Comment il s'en sort? Bon, elle est extrêmement forte, d'autant qu'il y a un glissement chez Marine Le Pen, qui est que on a stigmatisé au Front National les immigrés. Structurellement, j'ai envie de dire, et puis là tout d'un coup ça devient conjoncturel. C'est parce qu'il y a la crise qu'on s'en prend aux immigrés. Donc on a plus difficilement prise sur la critique. Au final, on a un Valls qui est quand même en bout d'émission à ce moment-là. C'est une émission qui est très éprouvante parce que c'est une émission où on vous présente quand même toutes les demi-heures un contradicteur toujours très frais. Et voilà, bon, il s'en sort quand même pas mal, mais c'est un exercice compliqué. Match nul, moi je dirais, parce qu'il avait visiblement lui envie de rester posé, d'être calme, d'être mesurée. Elle y allait à fond pour une raison très simple. C'est ça qui était frappant à l'écran. C'est qu'elle incarnait à elle seule l'opposition. Et c'était terrifiant, peut-être pour les responsables UMP qui regardaient l'émission, de se dire, OK, il y a la valeur montante du gouvernement, peut-être un futur Premier ministre, qui sait un futur présidentiable. Et face à lui, ce n'est pas un responsable de l'UMP, c'est la présidente du Front National. Donc de toute façon, elle avait gagné en quelque sorte au moins sa carte d'entrée dans le club des premiers niveaux, bien sûr, à la présidentielle. Mais là, aujourd'hui... Mais elle était dans son registre ultra classique. Moi, j'ai trouvé que dans la manière dont elle attaquait Valls, c'était du tradi, c'était un peu... C'était le Front National des années 90. C'était du Jean-Marie Le Pen. Voilà. Oui, c'était pas, on va dire, la Marine Le Pen de la présidentielle qui essayait toujours de trouver un angle un peu nouveau. Absolument. Elle était dans le registre, voilà, je tape la gauche, je montre qui je suis, j'ai mes Mais Manuel Valls aussi était dans un registre assez traditionnel de la gauche classique. Et dans cette partie du débat, on n'a pas senti la touche valsienne. Non, mais c'est très difficile d'être agressif parce que c'est une femme en face. Donc pour un homme, c'est-à-dire que visuellement, s'en prendre à une femme, indépendamment du clivage politique, tout de suite ça donne pas la même image. Donc elle peut se permettre cette agressivité. Pour lui, c'est beaucoup plus compliqué. Non, puis on se souvenait, et c'est quelque chose qui fera plaisir à Arnaud, du débat Mélenchon-Marine Le Pen, qui reste une référence dans cette émission, où là, objectivement, c'était assez réjouissant et jubilatoire, parce que c'était le choc de personnalité. Et là, Mélenchon l'avait déstabilisé. Pour le coup, on ne la voyait pas du tout déstabilisée hier. Mais c'était l'inverse, pardonnez-moi, c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était elle qui était en position d'invité et lui qui venait en contradicteur, et pas le... Et ça, c'est très important. Et elle ne voulait pas qu'il vienne. Juste un mot sur la stratégie de Marine Le Pen. Aujourd'hui, il n'y a pas de réélection, enfin, il n'y a pas de nouvelle élection à Hénin-Beaumont. La posture de la victime, de la décision politique du Conseil constitutionnel, ça marche? Oui, puis c'est vraiment la posture traditionnelle des Le Pen depuis 2-3 générations. Là, maintenant, c'est-à-dire que c'est un système qui est hostile à eux, où tout se fait en copinage, et donc le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, tout ça, effectivement... mais je crois que même dans leur électorat du Front National, il n'y avait pas un suspense insoutenable en disant il faut absolument voter, etc. Objectivement, les gens sont un peu dans autre chose. Et je ne pense pas que ce soit un argument qui soit mis en avant longtemps par le Front National. Oui, puis on le voit bien, elle n'a pas besoin de cette tribune pour être le soir s'inviter à la télé. Oui, mais c'est quand même important d'être à l'Assemblée nationale. Ça va faire plaisir à Marion Maréchal Le Pen, qui, elle, n'était pas du tout heureuse de l'idée de voir sa tata arriver à côté d'elle. Si vous le dites. Alors, les gens ont autre chose dans la tête, par exemple Florange. Florange qui a animé, qui a été un des sujets principaux de cette semaine, avec ce soir quand même donc les déclarations d'ArcelorMittal, avec des déclarations très rassurantes.
à croire ou à ne pas croire, et qui coïncide beaucoup plus avec celle de Jean-Marc Ayrault, mais avec tout ce climat et cette agitation depuis 48 heures, trahison, les syndicalistes au bord des larmes, le psychodrame en direct, Arnaud Montebourg toujours au bord de la démission ou de la nationalisation, on ne sait pas. Vous l'avez bien résumé. Et voilà. Donc Jean-Marc Ayrault, la semaine dernière on a parlé d'Arnaud Montebourg, Jean-Marc Ayrault, est-ce qu'il n'a pas donné l'impression pendant la semaine d'être un Premier ministre qui savait prendre des coups et qui était debout? Oui, et puis en fait, la partition était finalement bien écrite, puisque ce qu'il avait annoncé était mot pour mot ce que Mittal révèle aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de quoi que ça aurait été encore plus catastrophique d'avoir un Mittal qui désavoue le Premier ministre. Donc il a tenu sa ligne. Et puis Mittal lui donne raison, et donc on a la sensation que finalement ça s'inverse, et c'est lui qui a obtenu de Mittal exactement ce qu'il nous avait annoncé il y a 2 jours, alors qu'on sait pertinemment que la négociation avec Mittal s'est fait avant ces déclarations. Oui, et puis il y a un côté quand même baroque de voir un peu l'entreprise Mittal jouer les conseillers en communication, en tout cas les supports de communication du Premier ministre. Enfin, moi, si j'étais électeur de gauche, voir on va dire ce communiqué où on chante les louanges de ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault comme si c'était le poids de l'entreprise Mittal qui crédibilisait la parole du Premier ministre, c'est quelque part affreux pour les politiques. On se dit, il a fallu que l'entreprise elle-même vienne au secours du Premier ministre pour que ça prenne du crédit dans l'opinion, c'est compliqué. Et pas il y avait un sondage plus, terrifiant qui montrait que chez les Français, le grand gagnant de cette séquence, pour eux, c'est Mittal, ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas les travailleurs. Donc il y a quelque chose quand même d'assez stupéfiant là-dedans. Et François Hollande qui a volé au secours aussi de son Premier ministre hier soir en disant « je me porte garant ». Absolument, mais au final, la sensation que ça donne, et à juste titre je le crois, c'est que le gouvernement, président et Premier ministre font encore autour de Mittal, avec en face, en vis-à-vis des salariés en lutte. Avec et les donc, risques politiques que ça occasionne. Bien sûr, avec une fracture à gauche. C'est quand même, il faut le rappeler, un gouvernement de gauche. Donc, oui, il faut le rappeler. Dans le camp de Mittal, c'est étonnant. Il est malheureux, Arnaud, là, je vois. Oui, c'est choquant. Vous voyez, il arrive même à défendre Jean-Marc Ayrault, c'est vous dire que le week-end approche. Jérôme Cahuzac, on va l'écouter. Il se défendait, un peu pâle, à l'Assemblée nationale ce mercredi. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation, car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Voilà, et ce soir, une enquête a été ouverte donc par le parquet. Est-ce qu'il a raison de contre-attaquer? Voilà, on est dans une communication de crise. Il est attaqué. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Contre-attaquer ou au contraire ne pas donner prise? Il n'avait pas le choix, d'autant plus qu'il y a un précédent au même ministère, avec un ministre il y a quelques années face à Mediapart, c'était l'affaire Woerth-Bettencourt. Donc, on va dire les fondamentaux de la communication ministérielle là-dessus sont posés. Il a contre-attaqué très très fort. Il a parlé lui-même, il a fait parler son avocat, il fait parler en off ses conseillers, il intervient à l'Assemblée nationale, il a menacé sur Twitter les internautes de poursuite. Donc il y a vraiment une communication extrêmement massive, et face à lui, il y a le côté traditionnel de Mediapart, c'est-à-dire un dossier feuilletonnant, une présence aussi médiatique forte du directeur de Mediapart et du journaliste qui a suivi l'enquête. Il ne se planque pas, on les a vus sur les plateaux télé hier. Donc c'est un choc de 2 stratégies de communication, et à mon avis, au final, il y aura forcément une victime. Ce sera le ministre ou le journal. Mais je ne vois pas le scénario où les 2 pourraient s'en sortir. Mais oui, c'est le cadre, c'est un cadre particulier, c'est un combat mort. C'est-à-dire que soit le ministre, soit Mediapart démontre ce qu'ils ont avancé, et à ce moment-là, le ministre ne s'en sort pas, c'est démission, l'eau propre, et puis alors, pour la suite de la carrière, c'est compliqué. Soit c'est Mediapart qui est désavoué, à ce moment-là, c'est tout le site qui est discrédité. C'est un site qui fonctionne aux abonnements, on le sait, et qui donc peut s'effondrer très rapidement parce que l'équilibre est toujours fragile. Sur la communication de Jean-Marc Ayrault, l'objectif était de faire autant de bruit qu'avait fait Mediapart. De Jérôme Cahuzac. Oui, Jérôme Cahuzac, pardon. C'est vraiment... Il est très branché, Jean-Marc Ayrault. C'est vrai, ça m'obsède ce soir. Donc c'est vraiment de faire autant de bruit. Et en intervenant sur RTL le matin 6,5 millions d'auditeurs, il est effectivement sur un média très, très massif, et il joue sur le web. Et ça, c'est nouveau. Et donc on voit bien qu'il y a un Stéphane Fuchs qui n'est pas passé que prendre le thé parce qu'il était dans le quartier ce jour-là, mais qu'il y a vraiment une stratégie. Parler d'un des noms de communicants d'une grande agence de publicité. Qui était dans le coin, à Paris.
apparemment. Et donc sur Internet, ce qui s'est déployé est très efficace aussi. Il utilise son blog parce que sur Internet, on maîtrise le média, donc on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas une rutée de Krief pour apporter la contradiction. Il est invité sur mon plateau en permanence, il le sait. Mais c'est toujours plus simple quand on est seul devant son blog. Du week-end aussi. Très direct. Il avait donc la possibilité d'en dire davantage et donc il présente des pièces, en l'occurrence concernant l'achat de son appartement. Oui. Voilà. Et puis il y a toute une stratégie aussi sur Twitter avec des hashtags très ciblés qui sont vérité, ténacité, voilà, qui sont vraiment bien qualifiés le jour de sa défense. Et enfin, il va sur le terrain d'où est venue l'attaque, sur le terrain du web, qui est un terrain où la viralité va très vite et où l'information perdure plus longtemps que sur des médias plus consommables rapidement. Donc il y a une stratégie globale de communication, de défense qui est très efficace sur ce dossier. Et il sème le doute, il essaye d'inverser finalement. Oui. C'est la première fois que c'est aussi clair que dans cette contre-attaque, il y a aussi le doute semé sur la véracité, le fonctionnement de Mediapart et la manière d'inverser la recherche de la preuve. Vous avez raison, Ruth, parce qu'il faut dire que la preuve supplémentaire avancée par Mediapart en riposte à l'argumentaire de Jérôme Cahuzac, on va dire, n'était pas la plus éclatante qui soit, avec cet enregistrement, cette voix un peu bizarroïde, on ne sait pas tellement si c'est vraiment lui ou pas lui, cet agent du fisc qui était chez Olivier Truchot il y a quelques instants, voilà, et qui disait j'ai une intime conviction mais je n'ai pas de preuves. Déjà, si vous voulez, si c'est lui le témoin clé, ça tue un peu l'argumentaire. Donc, c'est là où le feuilleton va être très intéressant à suivre, parce que si les pièces s'effondrent les unes après les autres, et si le témoin clé lui-même dit qu'il n'en est plus très sûr, ça sent quand même pas très bon. Et puis, il a saisi au vol l'attaque qu'il pouvait déconstruire le plus rapidement possible, en l'occurrence concernant son appartement. Crédit de son appartement. Voilà, tout de suite en fournissant des pièces. Et donc, c'est ça le principe d'une défense efficace, c'est qu'on va chercher dans le dossier ce qui peut tout de suite être démonté de la façon la plus visible possible et irréfutable. Et une fois qu'on a démonté ne serait-ce qu'un point du dossier, alors on pose le discrédit sur celui qui a porté le dossier dans sa globalité. Et on sait que le canard enchaîné pour sortir des gros dossiers, je pense particulièrement au sang contaminé, avait mis plus de 8 mois pour constituer le dossier et le rendre solide. Peut-être que sur ce dossier-là, Mediapart s'est un peu précipité et à la moindre faille, c'est une brèche que peut prendre l'adversaire pour déconstruire et porter le discrédit sur l'ensemble du dossier. En tout cas, il s'est révélé. Intéressant, c'est aussi les ténors de l'UMP qui... quasiment soutenu. Enfin, en tout cas, ils l'ont pas du tout maltraité. Hein. Dès l'instant où ils ont vécu aux premières loges l'affaire Woerth-Bettencourt et qu'ils ont vu ce processus, on va dire, feuilletonnant, on les voyait mal quand même jouer les procureurs en allant taper comme des sourds sur le ministre en question, etc. D'autant plus qu'ils ont un vrai respect. Alors là, pour le coup, c'est manifeste pour la compétence, on va dire, technique de Jérôme Cahuzac sur ces sujets. Donc, il y a un respect, parce qu'il était ancien président de la Commission des Finances à l'Assemblée. Tout à fait, donc sa personnalité. Un poste fédérateur. Merci beaucoup, merci à la semaine prochaine. C'est tout de suite le 20h de Marc Cottement, bien sûr.